Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le pré. Donc aujourd'hui je voudrais un peu rentrer un peu plus dans le dur, vous parler un peu les conséquences de ce qui arrive au monde agricole. Les gens posent beaucoup de questions, les gens réagissent à chaud à l'actualité, alors que je pense que pour savoir ce qui arrive au monde agricole aujourd'hui, il faut savoir d'où on vient. Et pour savoir d'où on vient, excusez-moi, je vais peut-être être un peu plus long, mais je vais faire un résumé du résumé. Parce que je serai obligé de rentrer en détail bien plus que ça dans d'autres vidéos et je prendrai les thèmes société par société. Alors, vous pouvez entendre dans l'actualité d'aujourd'hui, bien sûr, parler de la sécheresse, bien sûr, parler des responsables professionnels qui disent qu'on a pris un retard considérable par rapport à d'autres pays, notamment l'Espagne, Carros beaucoup plus connu, donc il faut créer des bassines et tout et tout. Le problème, il est surtout pas là et les problèmes agricoles rencontrés, ils viennent pas de là. Alors, je vais vous lire quelques thèmes qui me paraissent importants, qui sont d'actualité, qui est un rapport fait, remis à l'Assemblée nationale par la FNSEA, transition écologique et compétitivité agricole, une complémentarité nécessaire et souhaitée. Donc là, ils mettent en avant l'assurance récolte. Encourager le recours à la captation de carbone agricole et les prestations pour les services environnementaux. Donc ça a été envoyé à l'Assemblée nationale et au Sénat. Faire face aux conséquences économiques des aléas climatiques en réinventant l'assurance récolte. Donc le but du jeu, c'est d'amener des aides. Soit l'agriculture, vous remarquerez bien, française et européenne, elle a été conduite avec des sparadraps, c'est-à-dire qu'on a refusé de reconnaître le produit agricole en tant que tel, la valeur ajoutée des parcs fermes, et on a mis des sparadraps, c'est-à-dire des subventions, des allégements de charges sociales, une prise en charge des aléas climatiques par les assurances, comme si que les assurances n'étaient pas là pour gagner de l'argent, il était là pour nous rendre service. Donc voilà comment fonctionne le système. Alors, pour savoir pourquoi il y a de la désinformation tous les jours et les gens passent complètement à côté du sujet, on est obligé de remonter un peu aux origines. Les origines, je vais partir après-guerre, il y a eu la constitution de la CGA, Confédération Générale de l'Agriculture, qui a regroupé les mutuelles agricoles, qui est devenu Groupama après, la mutualité sociale agricole et le syndicalisme agricole, qui ensuite, en 1946, s'est appelé la FNSEA. Derrière ça, il y a eu la création donc, de la sécurité sociale en 1945, et je dois vous rappeler, c'est très important dans ce que je vais développer par la suite, que des agriculteurs, la profession agricole a refusé de rentrer dans le régime général. Et vous allez voir pourquoi ça a une importance dans ce que je vais développer dans les autres vidéos plus tard, c'est que le moule agricole tel qu'il a été constitué a consisté ensuite à nous faire investir en permanence pour ne pas payer des MSA. Et le fait d'investir pour ne pas payer des MSA fait tourner l'agro-industrie et l'agroalimentaire et conduit à des retraites de paysans de 8 à 900 euros au lieu d'être entré dans le régime général où, probablement, aurait fallu qu'on fonctionne d'une autre façon, mais on aurait moins enrichi l'agroalimentaire et l'agro-industrie. Et c'est la raison pour laquelle on a gardé notre système bancal de la mutualité sociale agricole, régime à part agricole, qui n'est pas le seul régime bancal, mais qui fait qu'on a un déséquilibre, bien sûr, entre les cotisants et les retraités. Donc, il fallait rentrer dans le régime général. Première erreur qu'on a fait. Ensuite, il y a eu plein d'évolutions plein de choses qui ont été faites, qui ont été très bonnes pour protéger les exploitants. Le statut du fermage a été une avancée considérable. Et puis après, on est parti à tout va dans la restructuration agricole, puisque les fermes se sont agrandies. En 1960, il y a eu la création de la SAFER. Vous savez, la gestion des terres, pour ceux qui ne sont pas agriculteurs, la gestion des terres s'est faite via la SAFER et via les commissions départementales des structures qui s'appellent aujourd'hui les CDOA et qui ont été tenues par le syndicat dès l'origine, puisque c'était le premier syndicat agricole qui a été créé. Et comme il y avait une cogestion avec les pouvoirs publics, il fallait redresser le pays
en 1946 après la guerre, car je rappelle qu'il y a eu des tickets de rationnement jusqu'en 1952. Donc les pouvoirs publics, gauche comme droite, d'ailleurs il y a eu une coalition avec les communistes après la guerre pour relever le pays. Et là on a eu besoin d'un syndicat agricole, qui était le premier qui existait, qui s'appelait la FNSEA et qui a contribué à relever le défi agricole, puisqu'on a relevé le défi, on a réussi à nourrir la population, ce qui n'était pas le cas. Donc il y a eu un travail excellent de fait pour un rebond après-guerre des organisations agricoles, FNSEA, entouré de la MSA, de ce qui est devenu Groupama. Après, il y a eu une vraie dynamique et qui a développé, il faut le reconnaître, et qui a fait émerger des paysans qui leur a permis d'élever leur famille. Ensuite, ce qui est important de comprendre, c'est en 1963. Il y a eu la création d'un fonds d'investissement, bras de la FNSEA par les céréaliers, le groupe Unigrain, où il y a eu longtemps Philippe Pintat, qui était le trésorier de la FNSEA. Aujourd'hui, c'est Éric Touirin, qui est l'ancien président de la Chambre d'agriculture d'Eure ou d'Eure-et-Loire, je crois que c'est Eure-et-Loire, qui est président de ce groupe Unigrain, de cette multinationale Unigrain. Alors Unigrain, j'aurai l'occasion, parce que c'est très très important pour comprendre comment fonctionne l'agriculture, Unigrain a créé de multiples plateformes, c'est un outil d'investissement, il injecte de l'argent au capital de plus de 1000 entreprises, il finance plus de 1000 entreprises en France et dans le monde. Hein. C'est 42 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 170 000 emplois, hein, 800 millions de fonds propres. Hein. Alors, avec de multiples sociétés, mais je reviendrai dans d'autres vidéos parce que je pourrais en parler pendant toute une journée. Hein. Ils ont créé Messi, TMG, Unilis, Oxinea. Alors, pour vous prendre qu'une parenthèse dans Unigrain, par exemple, TMG, on retrouve, alors c'est des grandes, voilà, c'est des structures dans lesquelles on retrouve par exemple Mécatherm. Mécatherm, c'est qui? Nous, on a une usine en Maine-et-Loire qui fait partie du groupe Mécatherm. C'est le numéro 1 industriel du matériel de la boulangerie dans le monde. C'est-à-dire qu'ils sont en situation d'oligopole sur la boulangerie, les outils de la boulangerie. Ça, je ne pense pas que les agriculteurs soient au courant de ça. Ils ont racheté cette structure-là à une riche famille d'industriels du Nord qui s'appelait la famille Wendel, dans lequel était, dans le comité de direction, Ernest Antoine Seyer, l'ancien président du MODEF. Ça a été repris. L'acquisition s'est faite par le groupe Unigrain. Donc Unigrain, c'est nous, hein, c'est les agriculteurs. Hein. C'est le fonds d'investissement des céréaliers. Et ce groupe-là, Unigrain, a une importance dans la politique, dans ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que de par les choix stratégiques de développement du monde agricole, qui a créé des emplois, parce qu'ils ont créé des emplois en soutenant des entreprises agricoles, ça dessinait le schéma agricole tel qu'on le vit aujourd'hui. C'est-à-dire que les choix qu'ils ont faits, hein, aujourd'hui, on peut les voir sur le terrain. Ils ont fait des choix d'investissement, des bons, des mauvais, hein. Il y a eu des bonnes choses de fait, mais aujourd'hui, le résultat économique qu'on a dans nos exploitations dépend du choix de ces gens-là. Là, j'étais sur Unigrain. Pour vous prendre un autre exemple, ils ont été mettre 50% du capital de l'entreprise Angélis. Angélis, c'est qui? C'est le numéro 1 des glaces en France et des sorbets. C'est une entreprise qui est en Charente-Maritime, qui l'ont recapitalisée pour la relancer. Et le reste du capital a été apporté par le bras de l'État, la Banque publique d'investissement, la BPI. Ça, je vais vous en reparler, c'est très important. Qu'est-ce qui a ensuite conditionné le modèle agricole? Le groupe Avril, qui s'appelait Sophie Protéol. Le groupe Avril est né en 1983. Alors le groupe Avril est né avec Jean-Claude Sabin. Il est né de l'embargo américain sur le soja, sur les protéines. Et le gouvernement à l'époque a interpellé le syndicat FNSEA pour lui demander de mettre en place un plan protéines. C'est comme ça qu'il s'est déclenché. Ça s'est déclenché le groupe Sophie Protéol qui s'appelle Avril aujourd'hui. Et ensuite, ils ont eu un partenariat et une cogestion totale avec les gouvernements, notamment Juppé, mais pas que, avec les biocarburants. Ils ont développé les biocarburants et ils ont toutes les marques, mais ça j'y reviendrai dans une vidéo. Ils ont les huiles, ils ont le groupe Sanders. Donc ça, que vous le vouliez ou non, ça a influencé sur le schéma, le modèle agricole. Il s'est développé d'après ces groupes-là. C'est ces groupes-là qui ont investi dans l'agriculture, qui ont fait de très bonnes choses, qui ont créé des emplois, mais qui ont aussi
vous verrez, je vais le dire à la fin de ma vidéo, eu des conséquences sur le producteur de base. Donc, Groupe Avril, c'est 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 7348 collaborateurs. Alors, c'est des plateformes qui tournent dans le monde entier. Hein. Ils ont des plateformes dans le monde entier, comme Unigrain. Ils sont aux États-Unis, ils sont en Asie. Ce n'est pas une structure française, hein. C'est une structure à l'international. Donc, ça guide la politique française, européenne, mais ça a une influence sur l'agriculture dans le monde, de par les prises de participation qu'ils font. Hein. Ce n'est pas une entreprise qui est régionale, attention. Là, on parle de multinationale. Hein. 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 7348 collaborateurs, 150 millions d'euros de résultats. Voilà. Voilà pour le groupe Avril. J'en reparlerai en plus en détail. Ensuite, 2001, InVivo. Alors InVivo existait déjà sous forme de plusieurs coopératives, mais ils l'ont appelé InVivo. InVivo, c'est le regroupement des coopératives, de toutes les coopératives, plus de 200 coopératives. InVivo, pareil, stature internationale. Hein. Ils sont même rendus au sommet de Davos. InVivo, aujourd'hui, a racheté Soufflet. Ils sont rendus en Russie, en Ukraine et partout, et pas que, sur d'autres continents. Donc InVivo, en France, c'est 1600 points de vente. C'est 15 milliards à peu près d'euros de chiffre d'affaires parce qu'ils ont ravalé le groupe Soufflet maintenant. Le résultat économique, c'est 72 millions d'euros avant le rachat de Soufflet. À ce moment-là, il faisait 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires à peu près. Il faisait 72 millions d'euros de résultats. Donc, c'est 13 000 collaborateurs. Et la dernière en date, pour un peu vous parler, alors qui est InVivo, c'est toutes vos coopératives. Donc, les structures dont je vous parle, c'est au-dessus de vos acheteurs. C'est-à-dire que Unigrain, Avril, InVivo, ils ont des financements croisés entre eux, avec le bras de l'État, la Banque publique d'investissement, et c'est au-dessus, par exemple, InVivo, c'est au-dessus d'Agrial, au-dessus de Sodial. C'est le regroupement de tout ça. C'est au-dessus d'LDC, c'est-à-dire LDC, le numéro 1 européen de la volaille, a des financements via Avril, via InVivo, via la Banque publique d'investissement. Tout se tient, tout est lié. C'est pas des gens qui sont à ce niveau-là, on n'est plus dans la concurrence. Hein. On est dans de l'oligopole multinational, international et mondial, sur des grands groupes. Donc, la dernière en date, 13 000 collaborateurs à InVivo. La dernière en date, pour vous dire, et je rentrerai dans le détail, je vous le dis, mais il y en aura pour plusieurs heures à vous détailler le nombre de sociétés qui vous concernent de près ou de loin que vous connaissez, parce qu'elles sont multiples. Alors InVivo, c'est le rachat des magasins, ils ont les gammes verts, les magasins Delbar, les Jardiland, ils vont être le leader pour la Coupe du Monde de rugby, c'est eux qui vont manager les ventes de bière, etc., etc. C'est une enseigne nationale et internationale ultra puissante. La dernière en date d'InVivo, c'est une marque de magasin dont vous n'avez pas entendu parler. C'est les grands marchés frais d'ici qui vont s'appeler 2MX Organics, 2MX Organic InVivo Retail. Vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 150 magasins de prévus en France pour l'instant. Aujourd'hui, ils ont 1600 points de vente, InVivo. Ils vont développer environ 150 points de vente de magasins en France dans un premier temps, puis après à l'international. Ça, c'est pour concurrencer les chaînes de magasins grands frais. Ils vont allier la jardinerie, l'animalerie et les chaînes de magasins grands frais. Et ce qui est surtout important de retenir, c'est que pour monter ça, alors InVivo, le président, c'est Philippe Mangin, ancien président du CNJA. Ça, j'avais oublié de vous le dire. Avril, vous savez, ça a été longtemps dirigé par Xavier Belin. Maintenant, je crois que c'est Monsieur Rousseau, peu importe. Tout ça sont des gens qui sont des responsables professionnels bien connus. Et InVivo, la dernière en date, la dernière acquisition dont je veux vous parler, parce que je rentrerai en détail société par société, mais dans une autre vidéo, il crée cette société-là que je viens de vous dire, là, avec des financements avec Xavier Niel, vous savez, qui est dans les médias, Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Alexandre Zouhari.
Alexandre Zouhari, vous le connaissez peut-être un peu moins, c'est la 128e fortune de France. C'est une personne qui détient 45% de la marque des surgelés Picard. Il a 45% des surgelés Picard. Et il a plusieurs centaines de magasins franchisés du groupe Casino. Donc voilà l'association, Xavier Niel que vous connaissez, hein, qui est patron, vous savez, des chaînes de télévision, et Mathieu Pigasse, donc, est aujourd'hui marié avec nous, agriculteurs, parce que in vivo, je vous rappelle que c'est nous, les coopératives, c'est nous, les coopérateurs, c'est nous. Je ne sais pas si vous aurez des dividendes, mais voilà où on est rendu, et in vivo est rendu au sommet de Davos. Ensuite, je vais vous lire la contextualisation. Alors ça, c'est un rapport qui est fait par l'Open Agri-Food. L'Open Agri-Food, c'est Emmanuel Vasnex, le président de l'SDH, le PDG de l'SDH dans le Loiret, l'usine notamment où ils font le lait, la marque c'est qui le patron. Donc c'est des rapports qui sont faits par l'Open Agri-Food. Cet Open Agri-Food, c'est le petit Davos à la française, hein, d'accord, où on retrouve Unigrain, Avril, bien sûr la coopération agricole, la FNSEA, ben, c'est les mêmes personnes de toute façon, donc voilà. Et ça, c'est pour se projeter sur l'avenir, voir comment demain tracer l'agriculture à horizon 2050. Donc ils tirent des enseignements, et ils font des projections, et ils font des propositions qui sont en lien avec les politiques, de gauche comme de droite, les gouvernements français et européens. Population croissante, enjeu de nourrir toute la population. Alors un petit rappel, Unigrain, Avril, InVivo, Open Agri-Food, dans l'entête, vous pouvez les voir sur internet, dans l'entête de toutes ces entreprises-là, objectif, nourrir demain plus de 9 milliards sur la planète. Donc objectif, produire. Objectif, développer les circuits, produire. L'objectif numéro 1, produire. La France est la 7e puissance économique, demande de commerce mondial en forte croissance, plus 8% depuis 2000, soit un triplement en 15 ans. Ça, c'est le rapport de l'Open Agri-Food. La France, dans le commerce international, 2e exportation mondiale jusqu'en 1995. Aujourd'hui, on est au 6e rang mondial. En Europe, on est le premier producteur agricole avec 17%. Ça, c'est le rapport de l'Open Agri-Food. Les échanges se font principalement avec l'Union européenne aux 2/3 de leur valeur. Vous voyez, ils sortent des rapports. Pour l'export et l'import, 70% des produits. Depuis 2000, les importations multipliées par 2 en France, plus 87%, tandis que les exportations stagnent. La balance commerciale, plus 8,1 milliards d'euros en France. Hein? Donc les produits alimentaires, 13% de l'ensemble des exportations du pays. La France occupe 30% de l'exportation mondiale du vin. Le vin est le premier secteur de vente avec 15%. Les céréales, le 2e avec 10%. Dégradation des produits transformés. Vous voyez, ils font des rapports en disant qu'on est dans un déclin. La France est dans un déclin, d'un point de vue agricole. La compétitivité de la France est en baisse. Toujours le rapport de l'Open Agri-Food. Donc ça, c'est un forum qui se tient dans le Loiret et en présence des responsables professionnels de toutes les multinationales dont je vous ai parlé. La production et transformation, écart et conditions entre la France et les autres pays de l'Union européenne avec un modèle plus protecteur de l'environnement et des consommateurs. Perte de compétitivité avec une augmentation des exportations françaises de 10%, seulement par rapport à 55% pour le top des 10 premiers exportateurs. Donc ils font un résumé de ce qui va, ce qu'il faudrait améliorer et vers quoi faudrait aller. Et dans leur conclusion, ils pointent le coût du travail. Coût du travail pénalisant. Écart important entre les salaires. Les 5 pays où le coût du travail est le plus faible que la France sont l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Pologne. Les 2 pays où le coût est le plus important sont les Pays-Bas et le Danemark. Le ratio est multiplié par 1,7 plus élevé que la France, qu'en Espagne, dans le maraîchage, en maraîchage, oui, le coefficient il est 1,7 fois plus élevé qu'en Espagne,
dans le maraîchage et 1,3 pour la viande. Voilà. Donc tout ça pour dire que le modèle agricole français et européen s'est constitué à partir de la politique agricole commune, à partir de 1962. Notre modèle agricole, avec des diversités, suivant nos régions, mais il a été orienté, financé, dirigé par nos responsables professionnels, Unigrain, Sophie Protéol qui s'appelle Avril, le groupe InVivo, l'Open Agri-Food qui tient son forum, qui est un petit Davos à la française chaque année, pour orienter, prendre des parts de marché, voir comment gagner en compétitivité pour que nous, demain, paysans, on exporte plus, on vende moins cher et qu'on soit compétitif. Donc, quand des gens vous disent qu'il faut aller manifester dans un Super U, quand les gens vous disent qu'on a trop de charges en France, quand les gens vous disent qu'il faudrait travailler plus, produire plus, irriguer davantage pour faire face à la sécheresse, je vous demanderai de prêter attention à toutes ces multinationales dont je rentrerai dans les détails dans une autre vidéo, parce que notre modèle français et européen, il est conditionné par ça. Lorsqu'on a fait des gains de productivité, le producteur, il n'en a pas vu la couleur. Lorsqu'on s'est mis aux normes, ils nous ont obligés à nous mettre aux normes sans reconnaissance du coût de production, sans retour vers le producteur. Je pense notamment aux éleveurs. Là, demain, ils veulent qu'on essaye de rattraper des pays qui sont mieux équipés, c'est vrai, en irrigation que nous, pour faire des gains de productivité et reprendre des parts de marché et livrer de la marchandise à moins cher. C'est ce qui est écrit dans les rapports. Ça veut dire qu'il faudra qu'on vende moins cher pour être compétitif. Je vous demande de réfléchir, les gars. Je ne dis pas qu'il ne faut pas irriguer. Si demain, on remonte un projet, comme on l'a fait avec les mises aux normes, comme on va le faire, ils veulent le faire avec l'irrigation, je ne suis pas sûr, les gars, qu'ils reviennent 1 centime aux paysans. Pas 1 centime aux paysans. Il reviendra beaucoup de centimes à Unigrain, Avril, InVivo, mais nous, c'est autre chose. Alors, je vais vous dire pourquoi maintenant on en est arrivé là. On en est arrivé là parce que les structures dont je vous ai nommées, ils sont en lien et en cofinancement avec la Banque publique d'investissement. La Banque publique d'investissement, la BPI, et Unigrain, lorsqu'il a été créé, il joue le rôle de la COFAS, pour ceux qui savent ce que c'est la COFAS. C'est un organisme d'assurance et de protection pour les investisseurs dans l'industrie. Unigrain a pris le rôle de la COFAS, c'est-à-dire les exportations, sécuriser les paiements et sécuriser l'assurance, a pris le rôle de la COFAS. Donc Unigrain, c'est quelque chose d'incontournable dans le monde agricole. Et Unigrain, comme InVivo, comme Avril, comme nos coopératives, puisque là, c'est au-dessus du stade de nos coopératives, c'est des multinationales qui regroupent l'ensemble de toutes nos structures. C'est-à-dire que ça soit la viande, le poulet, le canard, c'est au-dessus là. Là, on est des multinationales. Eh bien, ils travaillent en relation, bien sûr, avec les politiques, gauche comme droite. Ils ont construit ce modèle agricole avec les politiques, via la Banque centrale, via la Banque publique d'investissement et la Banque centrale européenne. Et je vais vous lire quelle est la politique de nos chers élus, Emmanuel Macron, mais pas qu'Emmanuel Macron, la Banque centrale européenne, la présidente de la Commission européenne, le Parlement européen, les décideurs politiques au niveau européen, avec le COPA-COGECA, la branche de la FNSEA européenne. C'est-à-dire que c'est des trajectoires politiques qui ont été, non pas subies, mais qui ont été décidées. L'activité de la Banque centrale européenne consiste à fixer les taux d'intérêt auxquels elle prête aux banques commerciales de la zone euro, permettant ainsi le contrôle de la masse monétaire et l'inflation. Gérer les réserves de devises étrangères de la zone euro, ainsi que l'achat ou la vente de devises pour équilibrer les taux de change. Ça, c'est normal. La Fed aux États-Unis fait pareil. Garantir une surveillance appropriée des institutions et marchés financiers par les autorités nationales, ainsi que le bon fonctionnement des systèmes de paiement. C'est logique. Assurer la sécurité et la solidité du système bancaire européen. Autoriser la production de billets en euros dans les pays de la zone euro.
c'est la dernière ligne qui est là importante. Surveiller l'évolution des prix et évaluer les risques qui pèsent sur la stabilité des prix, notamment alimentaires. Parce que peuple qui a faim n'a pas d'oreille. Autrement dit, en lien avec les politiques, le financement de la Banque Centrale Européenne, de la Banque Publique d'Investissement, qui est en cogestion, en financement direct, avec tous les bras de l'agroalimentaire, c'est-à-dire les structures qui ont été créées à l'origine par notre syndicat, bien sûr, voilà, Unigrain, Avril et tout, sont conditionnés à ce que je viens de vous lire. Autrement dit, il ne faut pas d'inflation. Le producteur, il faut qu'il soit en compétition permanente. Il faut qu'il vende le moins cher possible. Le rôle de ces gens-là aujourd'hui, il y a eu de l'inflation, ça va être de stabiliser les prix agricoles. On le voit à travers la viande bovine d'ailleurs, parce qu'ils vont chercher à la faire baisser. Je parle de la viande bovine. Et le lait aussi. Ils ne veulent pas d'inflation. Ils ne veulent pas d'inflation. D'où la décision dernièrement de remonter les taux directeurs. Parce que la Banque centrale, pareil aux États-Unis, lorsqu'ils remontent le taux directeur, ils freinent la demande. Et ça, c'est en accord et en lien avec notre syndicat et nos plateformes multinationales. Donc, c'est vrai que je peux aller manifester chez Super U, mais je ne vais pas influencer grand-chose par rapport aux décisions que je viens de vous lire, là, qui viennent du bras de l'État. Du bras de l'État, c'est M. Macron, mais c'était pareil quand c'était M. Hollande, hein, ou M. Sarkozy. Hein. Les décisions, elles viennent du bras de l'État, en lien avec la Banque Centrale Européenne, en lien avec nos élus professionnels et les structures dont je viens de vous faire l'état. Donc une fois que je vous ai dit ça, eh bien le but du jeu de la stratégie économique agricole française et européenne, c'est de tenir les peuples avec une alimentation le moins élevée possible pour pas que les peuples se révoltent. Alors, la compression, elle se fait où? Elle se fait sur l'acheteur, sur le producteur, puisque derrière ces multinationales, il y a quelques acteurs qui sont acheteurs, vous le savez. Dans le hors-sol, les gens sont verrouillés, c'est quelques groupes, je l'ai déjà dit, Coperle, les deux Hollandais sur le veau de boucherie, Monsieur Bigard sur la viande bovine, Lactalis, Sodial, une ou deux coopératives sur le prix du lait. Leur rôle, eux, c'est de conserver leur marge, bien sûr. La grande distribution conserve sa marge. L'agroalimentaire, toutes les structures dont je viens vous citer, qui font des millions d'euros de bénéfices, sont là pour organiser, orienter, prévoir les politiques agricoles à venir, mais en bloquant les prix des parts fermes. Parce que la Banque Centrale Européenne, comme la Fed aux États-Unis, elle ne veut pas d'inflation. En langage clair, sur le budget des ménages, il ne faut pas que l'alimentation coûte cher. Parce que si l'alimentation augmente, si nous, on veut notre marge, ce qu'on mérite, ils savent très bien que l'agroalimentaire derrière et les intermédiaires ne vont pas vouloir compresser leur marge. Et ils risquent d'avoir une augmentation en bout de chaîne. Et l'augmentation en bout de chaîne, ça viendra freiner la consommation des ménages sur le logement, sur les loisirs, sur le renouvellement de la voiture, sur les études des enfants, etc., etc. Donc, celui qui est en position de faiblesse, c'est le producteur, parce que le schéma tel qu'il a été constitué, il y a quelques acteurs pour acheter la marchandise, c'est eux qui gèrent les volumes, c'est eux qui gèrent la facturation, c'est eux qui gèrent les vides sanitaires, c'est eux qui donnent les droits à produire. Et ensuite, la législation, eh bien, elle est faite avec les pouvoirs politiques, qu'on soit en France ou en Allemagne, et d'où la politique des aides, parce que les aides, elles sont là pour pallier ce déséquilibre qu'il y a là entre les puissances des multinationales et le petit producteur. Alors les aides, c'est quoi? Eh ben, c'est une réduction de votre MSA, c'est une prise en charge de la MSA, c'est le financement par le régime général de la MSA. Sur 15 milliards d'euros, nous on n'en verse que 3. Il y en a 7 qui sont pris sur les impôts des Français et 5 sur le régime de la sécurité sociale.
on est complètement perfusé. C'est la prime d'activité, c'est le RSA pour ceux qui y ont droit, c'est les dégrèvements d'impôts, c'est chaque année 1 milliard d'euros qui se baladent en France sur des crises conjoncturelles, grippe aviaire, le gel dans le vin, etc. En fait, ils mettent des pansements pour éviter une trop grosse hémorragie des producteurs. Mais le schéma que je viens de vous décrire, il a été, on ne l'a pas subi, il a été tracé par des politiques avec les responsables professionnels et avec les multinationales que je vous ai citées, qui sont des plaques incontournables et qui sont au-dessus de vos acheteurs, hein, au-dessus de vos coopératives. Le maillage agricole, il a été fait comme ça et il continue comme ça. C'est la raison pour laquelle InVivo aujourd'hui est rendu au forum de Davos. Et ça continue. Et je dirais même que depuis les années 2000, on est en accélération de ce phénomène. Parce qu'on est dans une financiarisation de l'économie. Donc l'agriculteur sur le terrain, il représente rien. Absolument rien. Et ceux qui pensent que demain, on sera moins nombreux à produire du lait, à produire des canards, à produire des lapins, à produire du vin, on va rester des gros exploitants et donc on va pouvoir s'en sortir parce qu'on sera mieux payé. Les mauvais vont s'en aller, il va rester les meilleurs. Alors là, les gars, vous vous trompez totalement. Le schéma tel qu'il est là, c'est le schéma des États-Unis, c'est le système ultralibéral anglo-saxon qui consiste et qui a pour but d'avoir 1 ou 2 constructeurs automobiles sur le continent américain et 1 ou 2 sur le continent européen. Donc si vous voulez qu'il reste 4 fermes en France, un qui fait le vin, un les volailles, un la céréale, un les bovins peut-être, puis un les hors-sol, je ne pense pas que ça soit réalisable. On vous remet en compétition, soit avec des Allemands, soit avec des Polonais, soit avec un jour, c'est la Nouvelle-Zélande pour le lait. Pour les fruits et légumes, ça a été longtemps le Portugal et l'Espagne. C'est ce modèle-là de financiarisation de l'économie avec les spéculateurs qui sont sur les denrées agricoles, ce modèle-là fait que vous êtes en compétition permanente, soit avec des pays voisins, soit entre régions, soit même avec votre propre voisin. Et ce schéma-là de financiarisation et de compétition permanente empêche le regroupement des individus, puisqu'ils se battent entre eux. Donc le but du jeu, c'est de les mettre en compétition entre eux, à celui qui sera le plus fort, et puis celui qui est un peu mieux que les autres, ou qui a bénéficié d'une reprise historique d'exploitation, ou de différences climatiques qui est un peu plus fort que l'autre, mais il va bouffer l'autre. Une fois qu'il aura bouffé l'autre, ça va être son tour. Et pendant ce temps-là, les multinationales, elles engrangent les bénéfices. Vient s'ajouter à ça tout le secteur tertiaire qui crée du contrôle et du service, qui crée ce que j'appelle du travail parasitaire, le contrôle sur le contrôle, qui crée des nouveaux schémas, qui crée des nouvelles normes, qui crée des nouvelles règles pour les animaux, pour les cultures, pour les identifications, pour enfin tout ce que vous pouvez connaître. Ça, c'est un travail qui vient se greffer sur le producteur de base qui a fait des gains de productivité énormes, qui produit 30-40 fois ce qu'on produisait après-guerre, un homme tout seul. Hein. Et ça, vous n'en verrez pas le bout, parce que les gains de productivité que vous allez faire par le machinisme, la mécanisation, le progrès de votre exploitation, tous ces gains-là, toute cette valeur ajoutée-là, à les capter par le réseau que je vous ai donné et à les capter en plus par tout le réseau administratif franco-français, c'est vrai aussi dans d'autres pays, mais par toute l'administration qui vient se greffer dessus. De manière à comptabiliser dans tout ça que globalement, le nombre de paysans qu'on est aujourd'hui, on fait vivre plus de 2 millions de personnes, directement ou indirectement, autour de nous. Voilà. Hein. Alors eux, je vous rassure, ils n'auront pas 850 € de retraite parce qu'eux, ils ne sont pas sur les mêmes bases et le même régime que nous. Eux, ils ont été
À partir de 1945, ils ont choisi le régime de la sécurité sociale. Nous, nos responsables professionnels nous ont laissés dans le régime de la mutualité sociale agricole afin de constituer un réseau de centres de gestion sur le territoire qui fasse investir les paysans en permanence pour faire tourner l'agro-industrie, l'agroalimentaire, investir en permanence pour ne pas payer des MESA. Donc qui dit investissement permanent pour ne pas payer des MESA, dit pas de retraite au bout, 850 € de retraite, car on a déjà un régime déséquilibré déjà. Donc en plus, voilà. Et très avantageux par contre pour faire tourner la mécanique agroalimentaire, agro-industrie. Parce que le paysan, il se remet en cause, il réinvestit en permanence dans le matériel, dans du drainage, dans l'irrigation, dans des bâtiments. Donc il fait tourner l'économie. Comme je vous l'ai dit, c'est en lien avec les politiques, nos responsables professionnels et multinationales. Et dans cet investissement permanent, le politique, il s'y retrouve via la TVA. Vous savez que tout investissement, l'État passe à la caisse. Je vous rappelle que la TVA des États finance la PAC. C'est la TVA des États qui finance la PAC. Donc plus vous faites tourner la machine économique, plus vous faites travailler les gens autour de vous, plus vous développez les emplois autour de vous. Et malheureusement, la conclusion de l'histoire, c'est que le paysan, lui, dans ce gâteau de multinationales, qui a été constitué avec les politiques et le syndicat, une fois que toutes les tranches ont été réparties, il y en a qui prennent des plus gros morceaux aussi que les uns que les autres, il y en a qui ont faim, donc il arrive de bonne heure à table. Le problème, c'est que le paysan, il reste que les miettes. Voilà. Et ça conduit à un déséquilibre tellement profond qu'on est la première profession en France où il y a le taux de suicide le plus élevé. Parce qu'à force de manger des miettes, eh bien, certains se sont engoués et ils ont été se mettre la corde. Je vous dis à bientôt pour plus de détails, société par société, parce qu'il y a énormément, j'ai énormément de chiffres et de choses à vous dire. Les montages qui ont été faits, c'est tentaculaire, c'est phénoménal, c'est des toiles d'araignée, il me faut des heures et des heures pour vous les expliquer. Moi, je les ai en tête, mais maintenant, il faut que je les couche sur un papier ou sur une vidéo ou sur un schéma pour que le grand public comprenne pourquoi les agriculteurs font que de se plaindre, pourquoi on entend les agriculteurs manifester tous les ans. Ils ont de plus en plus grand, ils ont des gros tracteurs, ils produisent de plus en plus et ils nous disent qu'ils ne peuvent pas vivre. Alors c'est quand même bizarre que quelqu'un qui travaille beaucoup, qui s'est modernisé, qui travaille bien, il n'arrive pas à se tirer un salaire décent. Mais la raison, c'est ce que je suis commencé à vous expliquer. Et quand je vous détaillerai toutes les multinationales, vous verrez que le résultat final qu'on a aujourd'hui, il ne peut pas être beaucoup mieux. On ne peut pas faire mieux. Le schéma tel qu'il est constitué aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas gagner plus avec ce schéma-là. Alors soit il faut revoir le schéma, soit il faut modifier le schéma, soit il faut l'abolir. Mais là, c'est une prise de conscience des agriculteurs et des consommateurs. À bientôt.